Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ces causeries de l'économie pour cette série sur les grandes questions économiques. Et nous retrouvons pour cette émission Philippe Narassiguin que nous sommes heureux de retrouver. Bonjour Christophe Porlier. Bonjour Philippe Narassiguin. Alors nous allons aborder un sujet ô combien important puisqu'il s'agit de l'inflation. L'inflation sera-t-elle durable? On observe aujourd'hui dans la zone euro une inflation qui est au-delà des 8%. Et nous allons essayer au cours de cette émission avec Philippe Narassiguin d'aborder les différents visages de la problématique de l'inflation. Mais Philippe Narassiguin, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais qu'entend-on par inflation? Quelle est sa définition? Je prendrai une définition la plus simple possible pour ceux qui nous écoutent. L'inflation, c'est tout d'abord, se manifeste par une hausse du niveau général des prix. Alors, comment est-elle calculée? Parce que c'est peut-être ça aussi la question. C'est que l'INSEE en France et les organismes statistiques dans d'autres pays, bien sûr, vont prendre un panier de biens et de services, ce qu'on appelle le panier de la ménagère en fait, et montrer d'une année sur l'autre quelle est la progression des prix de ce panier de biens. Alors, il y a des pondérations, on ne va pas rentrer dans les calculs des statisticiens parce que, évidemment, chaque bien ou chaque service est pondéré différemment. Il y a le poids qui est différent. Par exemple, effectivement, le loyer compte pour un pourcentage très important. Donc, on va hausser le poids des loyers dans l'indice des prix, par exemple. Mais l'inflation se manifeste, se caractérise par une augmentation du niveau général des prix d'une année sur l'autre. C'est ça la définition de l'inflation, à ne pas confondre, par exemple, avec la déflation qui est le contraire de l'inflation, c'est avec une baisse des prix d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir, lorsqu'on a moins 1% ou moins 2%, on est en déflation. Lorsqu'on a plus 1, plus 2, etc., tout est positif, on a bien sûr de l'inflation, tout simplement. Bien, donc simplement la hausse des prix. Donc plus les prix augmentent, plus l'inflation est élevée. Et est mesurée en pourcentage d'augmentation. D'augmentation, c'est un pourcentage d'augmentation d'une année sur l'autre, j'insiste bien sur ce point. D'une année sur l'autre, très important. Voilà. Alors Philippe Narassiguin, c'est assez nouveau puisque cette inflation, nous ne l'avons pas connue depuis de très nombreuses années. Nous faisons partie des générations qui ont connu une période inflationniste dans les années 80. On avait des taux d'inflation au-dessus de 10%. Mais finalement, beaucoup d'entre nous, des personnes qui nous occupent, n'ont pas connu de période inflationniste. Alors qu'est-ce que ça va engendrer et donc est-ce que cette inflation va durer déjà? Oui, c'est ça le problème que se posent les économistes. Est-ce qu'on aura une inflation durable? Effectivement, on a eu deux séquences compliquées, la pandémie de la Covid-19 et puis juste après la guerre en Ukraine. Et on a, depuis le début de l'année, on enregistre des hausses importantes de prix. On a parlé, nous, déjà dans notre précédente série géopolitique du vaccin, des problèmes de la supply chain, c'est-à-dire des ruptures d'approvisionnement. Et on voit que ces ruptures d'approvisionnement se poursuivent. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a lever les restrictions sanitaires, tout le monde pouvait aller travailler, le temps que les entreprises se remettent elles-mêmes à produire, il a fallu un certain temps. Donc, évidemment, l'inflation a commencé à augmenter dès cette époque-là. Donc, c'est pas seulement dû à la guerre en Ukraine, bien évidemment. Mais c'est vrai que ces deux séquences, si on peut dire coup sur coup, l'une à la suite de l'autre, a évidemment produit une inflation de plus en plus importante, très significative, parce que si l'on en croit les données de la Banque de France, en France, on sera à 5,2%, plus 5,2%. Dans la zone euro, plus 8,5%. Mais je parle sous réserve, bien sûr, parce qu'on peut, à mesure que les événements se produisent, on peut rehausser le niveau de l'inflation. Donc, pour l'instant, ce sont des statistiques, je dirais, provisoires pour moi. Ce ne sont que des prévisions de taux d'inflation. Alors, taux d'inflation, évidemment, on espère que cette inflation ne durera pas, mais il est probable qu'elle dure. Apparemment, d'après ce que l'on peut aujourd'hui... C'est la question que se posent les économistes. C'est une question qui reste en suspens. Alors, Philippe Narassiguin, nous allons essayer de comprendre ce mécanisme de l'inflation. Et en particulier, est-ce qu'on pourrait aborder la question des causes de l'inflation? Alors, les économistes ont beaucoup travaillé sur les causes de l'inflation. C'est vraiment quelque chose de majeur en sciences économiques, même un étudiant de première année ou de deuxième année. La première chose qu'on lui apprend, évidemment, dans ses manuels, c'est l'inflation. D'ailleurs, on n'aborde pas l'inflation directement, on aborde, par exemple, en microéconomie, la problématique des marchés. On lui dit, regarde, lorsque sur un marché, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que lorsque la demande est très forte et puis que l'offre de production, elle, diminue, à ce moment-là, le prix pour cette marchandise augmente. Ça, on le sait, c'est la loi de l'offre et de la demande que les étudiants de première année étudient donc en microéconomie.
Et on peut le constater, si demain, sur un marché quelconque, un bien, par exemple, un fruit, les mangues, tiens, les mangues qu'on aime bien, nous, ce fruit, la production venait à baisser, et si la demande reste pareille, bien sûr, le prix du kilo de mangue va augmenter. Donc ça se passe sur un marché. Mais si on généralise à tous les marchés, ça veut dire que pour l'ensemble des biens et des services, les prix augmentent. Donc nous, on parle d'une inflation globale et non pas d'une inflation spécifique à un type de marché, bien évidemment. Donc dans cette inflation, dans les causes de l'inflation, vous avez 3 causes. Les économistes ont distingué 3 causes. L'inflation par la demande, dont je parle, c'est-à-dire que face à une demande qui est forte, vous avez une offre de production qui se réduit pour différentes raisons. Par exemple, en agriculture, c'est peut-être la sécheresse, c'est peut-être de mauvaises récoltes, c'est peut-être des rendements qui diminuent. On a aussi les problématiques de supply chain, c'est-à-dire que la demande est forte, mais la production ne suit pas. Supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement. Des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement dont on a beaucoup parlé et dont les économistes parlent tout le temps en ce moment. Donc, ces ruptures dans les chaînes d'approvisionnement occasionnent des hausses de prix considérables. On va le voir par la suite, on va donner des exemples par la suite. La raréfaction des matières premières aussi. La raréfaction des matières premières. Le fait qu'il y ait une demande très forte de matières premières, par exemple, nous, on est bien placé en Europe, on a une demande de gaz naturel et de pétrole, et face à ça, il y a évidemment une production qui baisse, où il y a des sanctions qui sont liées aussi à des sanctions, donc la production n'est plus la même, et donc les prix s'envolent. En pétrole, peut-être moins. Dans le prix du baril, il augmente moins, mais il augmente quand même. Mais par contre, le gaz naturel, là, le prix du gaz naturel donc augmente très fortement. On pense même qu'en 2023, selon le scénario dégradé de la Banque de France, nous aurons une multiplication du prix du gaz naturel donc de 3,85%, donc quasiment 4. Donc vous voyez que c'est pas des petits chiffres en quelque sorte, notamment quand ça concerne des matières premières stratégiques dont on a besoin tous les jours, aussi bien au niveau des entreprises industrielles, les entreprises de façon générale mais industrielles, mais aussi pour les ménages, parce que nous avons besoin de gaz naturel et puis de produits pétroliers dans tout ce qu'on fait pour se déplacer, pour les transports, pour l'électricité, enfin tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos vies quotidiennes à nous. Donc une demande importante, une offre insuffisante, mécanisme qui entraîne de l'inflation. Cette offre d'ailleurs peut-elle être manipulée sur les marchés par exemple? On parle souvent de manipulation. Non, la manipulation n'est que conjoncturelle, mais elle ne peut pas être manipulée. C'est-à-dire que on l'a vu la dernière fois par exemple, on a des produits qui ne sont pas des produits qui ne vont pas augmenter. Par exemple, le riz. Prenez le riz qui est consommé par la moitié de la population mondiale. Pour l'instant, on n'a pas une raréfaction, une diminution de la production de riz dans le monde. Donc, le prix de la tonne de riz reste autour de $500, alors qu'en 2008, oui, il y avait une tension sur le marché du riz et le prix de la tonne était monté à $1000 la tonne. Vous voyez? Ce qui est, je pense, c'est le cas, par exemple, pour des matières premières céréales comme le blé aujourd'hui. Donc, il y a une tension sur le blé, sur l'orge, sur le maïs, sur beaucoup de produits alimentaires, mais ça ne touche pas le riz pour l'instant. Oui, puisque les producteurs de blé, donc, Russie, il ne faut pas oublier. Ukraine... Et donc, justement, la deuxième cause de l'inflation, c'est l'inflation par les coûts. Par les coûts, c'est quoi? C'est que lorsque les coûts de production augmentent de façon considérable, à ce moment-là, il y a des hausses de prix, mais les coûts de production peuvent augmenter pour différentes raisons. Vous avez des salaires qui peuvent augmenter. Vous avez une inflation, alors c'est un petit peu technique, qui est supérieure à la productivité du travail. Bon, je laisse ça de côté, mais ça, c'est aussi une des raisons évoquées par les économistes. Vous avez, bien sûr, les matières premières qui augmentent. On en a parlé. Là, le problème, c'est qu'on a à la fois une demande qui est forte, et puis vous avez aussi les matières premières qui augmentent, les coûts de production qui augmentent. Donc, vous avez par exemple, les semi-conducteurs, par exemple, des matières premières stratégiques, des produits stratégiques, des produits industriels qui peuvent augmenter. D'accord? Et donc, ces coûts de production augmentent et ça nourrit encore plus l'inflation. Donc, aujourd'hui, on est confronté, si on peut dire, à une inflation par la demande, mais aussi à une inflation par les coûts. On est confronté à une double cause de l'inflation, finalement. D'accord. Bon. Ça, c'est la deuxième cause. Et puis la troisième cause, c'est l'école monétariste qui effectivement défend le point de vue, parce que ça existe véritablement, d'une inflation par la monnaie. Et là, je vous renvoie à l'histoire économique, parce que cette inflation par la monnaie, quand vous avez une circulation monétaire, une masse monétaire de l'économie qui est beaucoup plus importante que la production, que font les gens? Ils achètent. Comme l'offre, elle est contrainte, la production, elle est contrainte, les prix s'envolent. Et ça, vous avez dans l'histoire économique Jean Bodin qui en a parlé, enfin,
tous les penseurs, Ricardo, Anna, enfin, tous les grands penseurs de l'économie ont parlé de ce phénomène d'inflation, et puis est venu se greffer là-dessus la théorie quantitative de la monnaie, où lorsque la masse monétaire augmente et que la production reste constante, évidemment, l'inflation augmente, mais la cause n'est pas la demande, la cause n'est pas les coûts, ne provient pas des coûts, mais la cause provient d'un excès de monnaie dans l'économie, d'un excès de masse monétaire totale par rapport à la production qui, elle, reste la même. J'en profite pour renvoyer à votre excellent MOOC, donc sur France Université Numérique, sur la question de la monnaie, hein, qui permet d'approfondir cette question-là pour les personnes qui seraient intéressées. Alors, donc les trois causes. Là, nous avons un nouveau MOOC où j'en parle aussi, de ces problèmes, de ces grandes problématiques contemporaines, dans questions économiques contemporaines, qui est aujourd'hui ouvert sur France Université Numérique. J'en profite. Qui est ouvert à l'inscription. À l'inscription sur France Université Numérique. Donc là aussi, vous allez retrouver les grands thèmes analysés de façon, bien sûr, analysés de façon économique, bien sûr, à travers le prisme de l'analyse économique. Hein. Voilà. Tout à fait. Grandes questions économiques aussi, avec là un MOOC qui permet de rentrer vraiment en profondeur dans ces questions. Alors, donc on a donc vu trois grandes causes à cette inflation, la demande, les coûts, la monnaie. Est-ce qu'elles peuvent être cumulées, ces trois causes? Est-ce qu'on peut les avoir en même temps? Tout à fait. Vous avez des pays qui gèrent mal leur monnaie. Aujourd'hui, par exemple, en Turquie, on est rentré dans l'hyperinflation. Parce que tout à l'heure, vous me demandiez une définition de l'inflation. Vous avez une inflation faible, on va dire au-dessous de 4%, au-dessous de 3%, c'est faible. Quand ça dépasse 5%, quand ça arrive jusqu'à 10%, on parle d'inflation significative. Mais quand ça dépasse 50%, là, on rentre dans l'hyperinflation. Et aujourd'hui, on parlait de la Turquie l'an dernier, dans une de nos causeries, et la Turquie, la prévision d'inflation est de 70% en Turquie, déjà. Et 70%. Tout à fait. Et là, il y a des causes monétaires parce que la Turquie n'a pas géré correctement sa politique monétaire. Et donc, il y a une masse monétaire considérable et une production qui ne suit pas. Et donc, on peut retrouver à la fois, vous avez raison, les trois causes, par la demande, par les coûts et par la monnaie. Un volume de monnaie, parce que la Banque centrale a laissé des taux directeurs très faibles, les banques ont prêté, ont surprêté en quelque sorte, par rapport même aux capacités d'emprunt des agents, d'endettement des agences économiques, et on peut avoir ce type d'inflation. On connaît en Amérique du Sud, par exemple, des inflations à 100 000% en Argentine en 1990-91, par exemple. Hein, donc, des inflations très très fortes. Et là, il y a un changement de monnaie. On change la monnaie nationale, on élimine la monnaie nationale et on prend une autre monnaie. À côté de nous, par exemple, à Madagascar, ils ont changé de monnaie. Donc Philippe Narassiguin, on est dans une période très particulière, nous sommes en juin 2022, deux chocs successifs, une inflation effectivement qui est probablement due aux trois causes, donc il va y avoir forcément des décisions politiques qui vont être économiques et politiques forcément, qui doivent être prises au niveau peut-être européen pour ce qui concerne l'Europe, pour essayer d'enrayer cette progression. Alors la décision économique majeure, en tout cas à court terme, de court terme, c'est déjà la décision des banques centrales. La Banque centrale des États-Unis est en avance sur la zone euro, qui a augmenté son taux d'intérêt directeur. Juste une parenthèse pour expliquer aux personnes qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt directeur. Il faut savoir que les banques commerciales achètent leur argent, comme nous achetons de l'argent aux banques commerciales. Les banques commerciales achètent de l'argent à la Banque centrale. Il y a un coût. Ce coût est aujourd'hui pour la zone euro de 0%. On l'a vu dans ce fameux MOOC justement il y a 2 ans. Pourquoi la Banque centrale avait opté pour un taux d'intérêt de 0% suite à la crise financière, à la crise bancaire, de 2007, qui a donné lieu aux politiques monétaires non conventionnelles. Donc, actuellement, le taux de refinancement, donc ce qu'on appelle ça le refinancement, c'est-à-dire que les banques commerciales achètent de l'argent à la Banque centrale, il est de 0%. Pourquoi la Banque centrale va augmenter son taux d'intérêt directeur? Par étapes successives, sans doute. Parce qu'à ce moment-là, l'argent deviendra plus cher pour les banques. Donc les banques commerciales vont acheter de l'argent plus cher sur un marché qu'on appelle le marché interbancaire et donc vont répercuter cette hausse du coût du crédit pour elles sur les taux d'intérêt des crédits qu'elles font à la clientèle. Donc nous aurons nécessairement des crédits à la consommation, des taux d'intérêt sur les crédits à la consommation plus importants, sur les prêts personnels beaucoup plus importants. Actuellement, je vous donne un exemple très récent. Les banques, aujourd'hui, sont déjà à plus de 4% en matière de crédit à la consommation. Et ça ne fait que commencer. Les taux de crédit immobilier, ça va aller vers les 3,5-4% bientôt. Et les
prêts personnels ou crédits à la consommation vont augmenter à 6-7% très rapidement. Donc les banques commerciales ont déjà anticipé finalement la hausse du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne. Cette hausse va intervenir sans doute au mois de juillet-août, et puis après il y aura des augmentations successives pour briser l'inflation. Alors pourquoi? Quel est le mécanisme derrière? Quel est l'objectif visé derrière ce mécanisme? L'objectif visé est simple. Lorsque la Banque centrale augmente son taux d'intérêt, je l'ai dit, les banques commerciales achètent de l'argent plus cher. Ça se répercute sur les taux d'intérêt des crédits à la clientèle. Évidemment, si nous avons des prêts à 10%, 8, 9, 10%, les gens vont se dire, on attend un peu pour emprunter. On attend quand les taux seront redevenus bas. Donc, on diffère les achats. Donc, on achète moins. Et quand on achète moins, évidemment, la demande baisse. Et quand la demande baisse, on retrouve le principe de la demande par rapport à l'offre. La demande baisse. Les entreprises ont beaucoup moins d'activité économique. Elles sont obligées de baisser leurs prix. Et c'est ça le mécanisme qu'il y a derrière l'augmentation d'un taux d'intérêt directeur. C'est vraiment de réduire les achats et donc de réduire par la réduction d'abord des crédits bancaires à la clientèle. Et là, on peut s'attendre effectivement à une réduction importante des crédits à la consommation, des crédits personnels, ce qu'on appelle les prêts personnels, peut-être un peu moins des crédits immobiliers, quoique il y a des gens peut-être qui vont différer l'achat d'appartements ou l'achat de biens immobiliers. Et évidemment, il y aura moins d'activité économique, ça casse l'activité économique, ça réduit l'activité économique et donc la demande et ça réduit l'inflation. Alors Philippe Narassiguin... Ça, c'est la décision de court terme. Donc ça, c'est monnaie et financement de l'économie à court terme. Financement de l'économie, c'est pour ça que je dis l'inflation et l'activité économique, c'est que dans l'activité économique, vous avez le financement de l'économie. Donc ça, c'est déjà fait par la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve System. Et la Banque centrale européenne va suivre. Bien sûr. Alors sur le plan macroéconomique, alors du coup... si on pouvait avoir une approche plutôt macroéconomique. Là, justement, c'est macroéconomique parce que le taux d'intérêt directeur, c'est un taux de type macroéconomique. D'accord. C'est là la puissance, justement, de l'analyse économique ou des mécanismes économiques, plus exactement. C'est que lorsque on agit sur un paramètre macroéconomique, c'est pour toucher les niveaux microéconomiques. C'est-à-dire de crédit personnel, de crédit individuel. C'est-à-dire de crédit qu'on fait pour l'habitat, pour ce qu'on appelle aussi les prêts personnels, les crédits à la consommation, des crédits à l'équipement pour les entreprises. Donc ces crédits sont de type microéconomique. Mais comme globalement ça se réduit, il y a une réduction bien sûr des achats des ménages et des entreprises en matière d'équipement, et donc chute de l'activité économique, chute de la demande, et donc baisse des prix. Est-ce que c'est un phénomène de déflation ? On peut arriver à des phénomènes de déflation, justement. C'est là où les pays qui, je l'ai dit très souvent dans nos webinaires, les pays qui sont fragiles peuvent connaître justement à la fois des phénomènes d'inflation importante et d'un niveau de croissance économique de moins 0,2, moins 0,3, moins 0,5. Donc on serait en situation de stagflation. La stagflation, c'est quoi? C'est la stagnation de l'activité économique, donc de la croissance, à 0 ou moins de 0, donc négative. Et des prix qui augmentent. C'est pas la déflation. La déflation, c'est autre chose. C'est des prix qui baissent. C'est ça. Mais là, on pourrait avoir pas tout à fait le même scénario. On pourrait avoir des prix qui continuent à augmenter, mais une croissance économique de par la politique monétaire, mais pas que la politique monétaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui... Une croissance qui baisse. Une croissance qui baisse, donc une activité qui baisse, mais on pourrait avoir en même temps une inflation forte. Mais pour l'instant, la déflation en termes de baisse négative du niveau général de prix, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plus 10%, on aurait moins 10% par exemple. Donc là, on serait en déflation, ou moins 2%, moins 3%, quand c'est négatif, quand l'indice de prix d'une année sur l'autre est négatif, l'accroissement est négatif, donc là, la variation est négative, là, à ce moment-là, on est en déflation. À ne pas confondre, donc faut pas confondre les mots. Je demande au public d'inflation, de déflation et de stagflation. De stagflation, très important. Voilà. C'est pour ça qu'on prend le temps de l'expliquer. Juste très rapidement, mais c'est quand même une question peut-être que les gens se posent. Une inflation galopante. Vous citiez des taux d'inflation considérables, oui. 10 000%, enfin, ce qu'on appelle l'inflation, l'hyperinflation. L'hyperinflation. On peut l'éviter une hyperinflation. Enfin, c'est-à-dire que quel est le mécanisme qui permet d'éviter une hyperinflation? Le mécanisme principal, justement, c'est la monnaie. C'est la monnaie. C'est la banque centrale qui va gérer, qui va faire des politiques monétaires. Parce que le problème de l'inflation est très complexe pour les banques centrales. Paul Volcker, en 1979, justement, on a connu, nous, la période de l'inflation à 13-14%. Absolument.
Et Volcker était, à l'époque, le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis. Il a fait un article remarquable dans la revue, une des revues de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, Federal Reserve System. Et il dit ceci: moi, je croyais que l'inflation se brisait avec des petits taux, des hausses de taux de 2%. Donc, moi, j'augmentais de 4% à 6%. Et les ménages américains continuaient à emprunter, parce qu'il y avait de l'inflation, bien sûr. Et puis, pour briser l'inflation, j'ai augmenté de 7 à 10%. Et les ménages américains continuaient à emprunter. Et j'ai été obligé d'augmenter le taux d'intérêt directeur à 17%. Pour briser, bien sûr, les crédits bancaires à la clientèle, pour faire baisser les crédits bancaires à la clientèle. Là, tout le monde était KO, si on peut dire. Donc, les agents, les ménages et les entreprises ne pouvaient plus se payer des crédits à plus de 17%, parce que le taux d'intérêt directeur était à 17%, donc vous aviez des crédits à 20% ou plus. Donc là, c'est comme ça que j'ai brisé l'inflation, parce que effectivement, quand on a une période de forte inflation, il y a quand même un calcul économique des ménages. En disant, on emprunte, si l'inflation est élevée, le remboursement réel est moins fort. Donc, l'inflation favorise l'emprunteur. L'État joue beaucoup là-dessus, parce que quand on émet des bons du Trésor à 0,5%, d'accord, et lorsqu'il y a une inflation de 5 ou 6%, à ce moment-là, le capital que vous remboursez et la valeur réelle du remboursement du capital est moins forte. Et amputé de l'inflation. Donc l'inflation, c'est pour ça qu'on dit en économie que l'inflation favorise les emprunteurs. C'est ce que Volcker a constaté. C'est-à-dire que les ménages continuent à emprunter malgré une hausse considérable de taux d'intérêt directeur. Et lui, quand il a vu que c'était à 10% ou 12%, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il s'est dit là, il faut vraiment que le taux d'intérêt directeur dépasse largement le taux d'inflation pour briser l'inflation. Alors, donc, on arrive donc par une intervention de la Banque centrale européenne, par exemple, pour la zone euro, à enrayer ce mécanisme inflationniste. Donc on a une courbe qui tend à faire en sorte que l'inflation diminue. Alors quelles sont les conséquences pour les entreprises et quel est le dilemme des entreprises à ce moment-là? Alors il y a un autre problème, une autre problématique que j'ai voulu aborder, c'est le dilemme des entreprises, parce qu'effectivement les entreprises, elles vont encaisser la hausse des prix, notamment la hausse des prix des matières premières. Je parle pour les entreprises industrielles, mais même pour les entreprises commerciales, et encore plus aussi, pareil, pour les entreprises artisanales, parce que n'oubliez pas que les entreprises artisanales de production sont de petites entreprises industrielles. Les boulangeries-pâtisseries sont de petites entreprises industrielles. D'accord ? Et c'est pas négligeable. Ce qui fait que elles auront d'un côté une hausse du prix des marchandises. Les artisans du bâtiment le savent aujourd'hui. Les artisans du bâtiment aujourd'hui font des devis à une semaine. Oui. À une semaine, c'est-à-dire que ils sont capables d'anticiper à plus. Non, pour le client, ils vous disent durée de validation du devis, 15 jours ou une semaine. Il y en a même aujourd'hui qui font à une semaine, en disant signez le devis, parce que dans une semaine, je ne connais pas mes prix. Donc déjà, ça se passe dans la vie pratique aujourd'hui. À l'époque, délai de validation, c'était 1 mois. Enfin, je sais pas, au bout de 4 semaines, vous réfléchissez sur votre devis, vous allez construire une maison, vous faites les travaux de rénovation de votre appartement, de votre logement. Bon, il fait plusieurs devis, il a beaucoup de clients, et puis bon, vous revenez vers lui quand vraiment vous avez fait votre choix, quoi. En lui demandant peut-être une remise. Là, aujourd'hui, les délais de validation du devis sont passés à des périodes jusqu'à 1 semaine. Et que chaque semaine, les prix peuvent augmenter. Donc, qu'est-ce qui va se passer effectivement avec cette hausse des coûts de marchandises et de matières premières pour les entreprises? Il y a bien sûr une baisse de la marge. Et nous, en France, on a des taux de marge très faibles, il ne faut pas oublier. Donc, cette augmentation de coûts de production va produire une compression du taux de marge, compression supplémentaire du taux de marge. Je rappelle que le taux de marge, là on le voit sur le slide, des entreprises françaises est de 26%, comparativement à celui des Européens qui est très fort, 41-44%. Donc là, effectivement, notre trésorerie va baisser encore plus. Parce que le taux de marge a un impact. Plus vous avez un taux de marge faible, à la fin, vous avez très peu de bénéfices. Mais lorsque vous regardez la trésorerie, ça c'est le bénéfice comptable, mais lorsque vous regardez la trésorerie des entreprises, les entreprises sont sans dette à la banque. Elles ont une trésorerie négative, c'est toujours du moins 10 000 euros, moins 20 000 euros, plus 10 000 euros. Donc, ça va jouer sur la trésorerie des entreprises et donc sur l'autofinancement aussi des entreprises. Parce que ce qui distingue les systèmes allemands, italiens, etc., c'est que l'autofinancement des entreprises allemandes ou italiennes ou d'Europe du Nord en général est important. La dépendance par rapport aux banques, beaucoup moindre.
Alors qu'en France, nous dépendons beaucoup des banques parce que nous avons une trésorerie très faible et donc nous multiplions les crédits, notamment aussi les crédits à court terme. Les crédits très court terme pour les entreprises notamment. C'est vrai que les particuliers sont un peu moins habitués à ce type de crédit court terme, mais pour les trésoreries des entreprises, c'est très important pour la survie. Pour la survie des entreprises. Donc là, finalement, le risque, les taux de marge étant déjà très faibles en France, comparativement à ce qu'on a dans la zone euro et peut-être ailleurs, c'est-à-dire dans le monde en général, des taux de marge qui doivent être aux alentours de 40% et qui sont chez nous à 26%. Quels sont les risques là pour le coup? Le risque, c'est d'avoir des entreprises qui font faillite du coup. C'est pas un petit risque. C'est un grand risque. C'est un grand risque parce qu'évidemment, vos coûts de production flambent. De l'autre côté, vous ne pouvez pas augmenter les prix parce qu'en plus, vous importez. Et en France, on importe l'an dernier, les importations, on va le voir après, c'est 585 milliards d'euros, donc c'est quand même colossal. Donc vous importez, les entreprises qui ne peuvent pas lutter contre les importations, elles vont fermer leurs portes. Donc vous avez des risques de fermeture d'entreprises. C'est pour ça que j'ai mis cette problématique aussi en exergue, en évidence, parce que c'est une problématique qui est peu évoquée finalement. D'où quand même cette notion d'urgence à enrayer l'inflation au plus vite. D'où l'urgence, justement. Mais on n'a pas pris les mesures, on le verra dans un autre webinaire. Vous trouvez que là, aujourd'hui, en tant qu'économiste, d'un point de vue purement de l'approche économique, que les décisions sont pas assez rapides en Europe aujourd'hui? Alors, il faut distinguer les pays. Parce qu'effectivement, je l'ai toujours dit, il y a des pays solides. Les entreprises qui ont des taux de marge de 41-44% pourront encaisser le choc. Pourront baisser un peu leur marge sans amputer complètement leur trésorerie, bien sûr. Des entreprises comme nous en France, qui en plus nous avons un tissu économique fragile, nos entreprises sont des petites entreprises très petites entreprises en France. L'entreprise moyenne, déjà quand on parle de l'entreprise moyenne en France, c'est pas la micro-entreprise à 0 salarié. C'est l'entreprise qui fait 27 personnes, pas plus. La petite entreprise en Allemagne fait 100, la PME en Allemagne fait 100 personnes, 80, 100 personnes. C'est déjà différent. Sans compter encore le nombre de TI, d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands ou d'autres pays, les Italiens, pareil. Ils ont énormément, les Hollandais, beaucoup de pays ont des entreprises, un tissu économique solide. Nous, on a un tissu économique fragile. Là, ça va jouer différemment, bien sûr. Bien, il y a donc, une inégalité dans les chocs. Il faut toujours bien comprendre quand il y a des chocs qui viennent de l'extérieur, les pays, selon leur force, ce qu'on appelle la fameuse résilience, finalement, cette résilience, elle joue par rapport à ce qu'on a déjà. Si on a une résilience qui est faible, on s'affaiblit encore plus. Voilà. Alors, Philippe Narassiguin, donc là, les entreprises, on le voit, pour certaines risquent d'avoir de grandes difficultés. Il est donc urgent d'intervenir sur ce taux d'inflation. Et puis, enfin, la question des taux d'intérêt et de l'épargne, qui est une des grandes questions aujourd'hui, et pour les épargnants et pour les particuliers qui auraient un peu d'épargne, il y a des risques très importants aujourd'hui. Pour l'instant, effectivement, nous annonçons un taux d'inflation de 5,2%, qui est très optimiste, parce que la zone euro, c'est 8,5%, mais c'est vrai que nous avons bloqué les prix de l'énergie, donc nous pouvons dire que nous sommes, comme toujours d'ailleurs, nous sommes les meilleurs élèves de la zone euro, ce qui est quand même un peu fort de café. Bon, mais quand on connaît notre niveau d'endettement, de déficit public, de dette publique et de désindustrialisation, on devrait être un peu plus modeste, je pense, en France. Mais bon, en tout cas, on annonce 5,2%, mais même à ce taux de 5,2%, on est perdant par rapport au compte livré. Même le livret A, qui a un taux très important par rapport aux autres comptes livrés, c'est 1%. Donc déjà, nous avons perdu de l'argent. Les entreprises, vous avez vu avec la hausse des coûts de matières premières et de marchandises, les entreprises, évidemment, vont réduire les taux de marge. Et c'est pour ça que certains pays, je pense notamment à la Grande-Bretagne, c'est vrai que le fait de considérer l'inflation comme un impôt, c'est très anglo-saxon. Oui, c'est pas une approche pas du tout française. Personne n'en parle. Je dirais même que c'est chose que personne n'a jamais entendu parler de ça. Non, en France, non, surtout pas. À ce moment-là, nous sommes d'ailleurs ce qu'a fait le ministère des Finances en Grande-Bretagne. Le ministère des Finances en Grande-Bretagne, il a diminué les impôts chez les classes, disons, qui subissaient de plein fouet l'inflation, et aussi sur les cotisations sociales de l'entreprise. Donc, il y a une diminution des charges sociales des petites entreprises en Grande-Bretagne parce que l'inflation est un impôt. Bien sûr, parce que les prix augmentent, donc c'est un impôt. Et lorsque, effectivement, nous maintenons alors, nous avons augmenté à 1%, ce qui n'est pas énorme. On est passé de 0,5% à 1%. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même le gouvernement en France qui fixe les taux d'intérêt sur les comptes livrés.
Et sur le livret A notamment, qui était un livret privilégié par les Français, ben regardez, le taux est de 1%. Donc déjà, avec l'inflation annoncée par la Banque de France, nous perdons 4,2%. Donc vous voyez bien que l'inflation... Par an, ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Mais imaginez qu'on passe à 8,5% comme l'ensemble de la zone euro. Quand on va libérer les prix de l'énergie, il faut bien qu'on passe à 8,5 ou 10% en France, ou 9,5%. Alors, on reviendra à la moyenne de la zone euro. Ça, c'est très important. C'est une façon pour l'État de se financer? Je vous ai dit, par exemple, quand l'État émet des bons de trésor, c'est sûr que là, les remboursements sont, et même pour les emprunteurs, de façon générale, je l'ai dit. Bien, si les taux directeurs remontent... Mais là, c'est très intéressant pour l'État, parce qu'effectivement, les taux d'intérêt, c'est exactement la négociation salariale. Prenons l'exemple. Quand l'inflation est à 5%, que demandent les syndicats? Les syndicats demandent une revalorisation une revalorisation des salaires qui est au même niveau que l'inflation, pour avoir une stabilité du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de décroissance du pouvoir d'achat. C'est zéro. Or, nous n'avons pas d'association d'épargnants ou de contribuables, parce que là on parle d'impôts, organisés en France. Enfin oui, on a peut-être des petites associations, mais qui ne sont pas aussi fortes que dans d'autres pays. Donc nous n'exigeons pas de l'État qu'il rehausse ses taux d'intérêt sur le livret, notamment sur le livret A, à 5%, 5,2% en l'occurrence. C'est ce qu'il faudrait que l'État fasse. Évidemment, je l'ai dit la dernière fois, le livret A est géré par la Caisse des dépôts et consignations, et la Caisse des dépôts et consignations peut, avec l'argent collecté, placer de l'argent, placer de l'ensemble de ses fonds sur les marchés financiers. Sur des taux qui seront bien plus élevés. Plus que ça, sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, donc avec des taux qui sont bien au-dessus. Pas des taux, c'est des valeurs qui augmentent. On peut avoir, par exemple, un rendement, ce qu'on appelle un rendement. Soit il passe sur des obligations à haut rendement, soit sur des actions, et à la fin de l'année, si c'est bien géré, vous pouvez avoir des augmentations à la fois sur les marchés obligataires, à la fois sur le marché des actions, de 10-12%. Donc là, par exemple, concrètement, l'État, si on peut dire, la CDC, est gagnante. Philippe Narassiguin, je pense que nous arrivons au terme de cette émission, mais quand même, les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui doivent se dire, mais alors si j'ai un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai un peu d'épargne. Concrètement, évidemment, la seule possibilité, justement, c'est vraiment de recourir au marché de capitaux, sauf qu'il faut être très prudent, parce que les marchés financiers, les marchés de capitaux, les marchés des titres, pardon, parce que les marchés de capitaux, il y en a beaucoup. Les marchés des titres avaient pris des valeurs, avaient beaucoup augmenté depuis 5 ans. Donc, il faut attendre un peu la stabilisation de ces valeurs sur les marchés financiers, les titres, actions, obligations. Et à ce moment-là, attendre un peu. Si vous avez beaucoup d'argent, enfin pas mal d'argent à placer, revenir sur l'assurance vie, en disant à votre gestionnaire, écoutez, moi j'accepte par exemple une diminution entre moins 10 et plus 20%, entre moins 5, parce que vous avez des assurances vie mixtes en quelque sorte. Pas des assurances vie en fonds garantis. En fonds regarantis, c'est vraiment, c'est pareil, c'est le livret A, quoi. On est sur des taux. Par contre, effectivement, si les marchés financiers baissent bien, à ce moment-là, il faudra revenir sur les marchés financiers pour avoir des augmentations bien supérieures à 1%, de l'ordre de 5-6% par an. Voilà ce que je conseillerais, moi. Mais alors, comme le produit le plus simple, c'est quand même l'assurance vie. Merci Philippe Narassiguin. Nous arrivons au terme de cette première partie de ces causeries consacrées à l'inflation. Nous avons vu les causes de l'inflation, les impacts sur l'activité économique, la problématique pour les entreprises et puis la question de l'épargne et voilà de l'érosion donc de l'épargne. Et n'oubliez pas que l'inflation est un impôt. N'oubliez pas ça, c'est très important. Alors, de quoi va-t-on parler dans la deuxième partie? Dans la deuxième partie, on va parler justement, vous allez me le dire Christophe, parce qu'on a préparé la deuxième partie. Eh bien, sur la deuxième partie, nous allons nous intéresser aux questions du choc sur le prix des matières premières, les voitures électriques comme exemple, sur la question de la filière, des filières, notamment la filière textile, et puis les théories économiques et la problématique de l'inflation importée. Voilà, donc rendez-vous à très bientôt pour cette deuxième causerie. Merci Christophe.